Et puis les gens vont revenir petit à petit. On est déjà assez nombreuses. Donc on va... vous allez me voir moi pendant 3 tables rondes. Et puis voilà les 3 invités présents dont la présentation... On peut remettre la présentation? Ouais. Vous aurez leur nom et je vais les présenter. Moi, je vais pas du tout parler longtemps. Je suis vraiment juste en charge, mais c'est déjà pas mal, de l'animation de ces tables rondes où on va échanger, où on va aussi vraiment garder du temps pour vos questions et vos remarques, parce que je pense que ça, c'est toujours intéressant de partager les expériences. Donc, on m'a proposé d'animer ces tables rondes parce que je suis journaliste spécialiste des questions d'éducation. Même si je connais peut-être moins bien les cités éducatives que vous, ça m'intéresse beaucoup. Et tout ce qui a été dit ce matin m'a énormément intéressée. On va revenir sur un certain nombre de points. Cette première table ronde porte sur la place des parents. Donc de l'accompagnement à la coéducation. La coéducation, on va un petit peu redéfinir ce que c'est. On a 3 intervenants, donc Emmanuel Riva, Franck Bleuze et Pierre Perrier. Vous voyez les intitulés, leurs titres derrière. On va commencer avec vous, Pierre. On a entendu Valérie Eke il y a un instant dire que, voilà, pour les cités éducatives qui regroupent tant d'intervenants différents venus d'institutions et d'univers assez différentes, il était important de s'accorder sur un langage commun. Et justement, Pierre, vous vouliez commencer par parler des mots, les mots utilisés qui ne recouvrent pas les mêmes réalités pour tous et pour construire des projets ensemble et renforcer le rôle des parents, il faut commencer par s'intéresser aux malentendus autour du vocabulaire. Allez-y, parlez pour voir si ça marche. Voilà, je parle. Alors, je vous donne le mien. Ça marchait, là? Bon. Bonjour à toutes et tous. Oui, il me semble que, de ce que j'ai lu, alors je précise que moi, je n'ai pas travaillé directement sur les cités. Ben voilà. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je précise que je n'ai pas travaillé directement sur les cités éducatives, mais que je travaille depuis une vingtaine d'années sur la question des rapports entre parents et écoles, et en particulier dans les quartiers populaires. Donc je pense qu'on a affaire à des problématiques, à des enjeux, à des publics qui correspondent d'assez près à ce qu'on trouve dans les cités éducatives, même si ça a été clarifié ce matin dans différentes interventions. Il y a bien sûr des alliances, des relations entre acteurs qui sont particulières aux cités éducatives. Alors il me semble qu'à la lecture du rapport très précis, autant qu'il puisse l'être, puisqu'on est face à quelque chose d'éminemment complexe. Chacun le perçoit, peut le vérifier très vite. Il me semble qu'il y a un enjeu fort autour quand même de la clarification effectivement des mots, donc des catégorisations qui sont utilisées à travers ces mots, c'est-à-dire de la façon dont on va se représenter un certain nombre de réalités à travers ces mots, et la façon dont aussi on va s'engager dans l'action selon la façon dont on qualifie justement l'action, la relation qu'on veut engager avec d'autres partenaires, d'autres acteurs sur les territoires. Donc on parle volontiers depuis les années 1980 de partenariat, de coopération, de coéducation, d'alliance éducative. On parle aussi de continuité, complémentarité éducative. Ça a été évoqué aussi ce matin. On parle de famille, de parents. J'ajouterais parents d'élèves. Donc on voit qu'il y a toute une terminologie, toute une sémantique de l'action qui est utilisée parfois comme voilà des mots équivalents alors qu'ils ne le sont pas. Et donc cette clarification conceptuelle est nécessaire, exigeante, parce que définir la coéducation, c'est pas simple. J'y travaille, je suis pas le seul. Et donc, par rapport à la question qui est posée, finalement, est-ce qu'on peut vraiment avoir un langage commun? C'est pas si simple.
mais au moins faut-il clarifier la définition que chacun donne des mots. Et cette clarification va permettre peut-être de mieux se positionner dans la relation, de savoir un peu quel est le rôle qu'on confie à chacun ou qu'on attend de chacun, quel est le périmètre de responsabilité qu'on donne aux différents partenaires. Donc il y a un enjeu de clarification, un enjeu d'explicitation qui est finalement, me semble-t-il, un enjeu démocratique. C'est-à-dire plus c'est explicite, moins ça fonctionne sur la base de la connivence culturelle, la connivence professionnelle. Vous voyez, on n'a pas besoin de se dire les choses parce qu'on s'accorde ou on croit s'accorder assez spontanément sur ce que ça signifie. Et finalement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a derrière le risque d'un faux consensus, de malentendus, qui vont peut-être aussi activer des jugements stéréotypés parfois sur les uns et les autres. Alors travaillant sur la question des rapports parents-école, vous voyez, c'est assez évident. Et l'exemple de la coéducation, que je vais prendre très brièvement, est très parlant à cet égard. Dans une enquête avec l'éditeur Nathan, auprès de 1000 parents, un échantillon représentatif de 1000 parents de la population française, on s'est rendu compte, et c'était une grande surprise très frappante, que le premier résultat, c'était que 2/3 des parents ne savaient pas ce que signifiait coéducation. C'est-à-dire pas simplement donner une définition, mais juste associer avec des mots. Donc il a fallu qu'on les relance, il a fallu qu'on fasse des propositions pour pouvoir donner du sens à ce terme. Donc vous voyez que entre nous, j'ai envie de dire, on utilise ce terme là où il fait pas sens pour les parents. Donc il y a un flou, une polysémie chez les acteurs, des sens différents. Et quand on creuse cette question de la coéducation, donc dans l'enquête que j'ai menée avec Nathan, on se rend compte que du côté des enseignants, pour rester sur le rapport parents-école, les enseignants attendent des parents qu'ils transforment l'enfant en élève, ce qu'on pourrait appeler le fameux métier d'élève, une espèce de professionnalisation dans les apprentissages, et des parents eux-mêmes professionnalisés, c'est-à-dire qui vont préparer l'enfant à devenir l'élève que l'école attend. Et d'ailleurs, c'est sur ce terrain-là qu'on les attend, les parents d'élèves à l'école. C'est bien leur capacité à présenter un enfant scolarisable, ce qu'on appelle donc, en d'autres termes, un élève. Ça, c'est l'attente des professeurs. Du côté des parents, l'attente est d'une autre nature. Ils attendent d'être associés à l'enjeu des apprentissages, à l'enjeu de la scolarité, de l'orientation de l'enfant. C'est-à-dire ne pas être mis un peu au pied du mur. Je vais vite dans mon analyse, mais c'est un peu ce que ressentent les parents, c'est-à-dire qu'on décide sans eux. Voilà, l'institution fonctionne et dans son fonctionnement ordinaire, elle peut en arriver finalement à ne pas associer les parents, alors même qu'elle veut mettre en place la coéducation ou la coopération avec les parents. Donc je terminerai en disant que la coéducation implique à minima la réciprocité. Et la réciprocité, c'est aussi ce qui fait le lien social, c'est-à-dire le fait que l'action de l'un vient renforcer l'action de l'autre. Vous voyez, c'est ce renforcement mutuel dans l'action de la coéducation qui implique d'ailleurs une concertation entre les différents acteurs et une centration sur les intérêts de l'enfant. Je pense que la cité éducative ne doit pas perdre de vue que in fine, en dernier lieu, c'est bien l'intérêt de l'enfant, ses apprentissages et son émancipation qui doivent animer les acteurs. Il est important qu'il y ait des alliances institutionnelles, des alliances éducatives, mais elles doivent être au service de l'enfant, de ses apprentissages et de son émancipation. Alors, est-ce que ça marche quand moi je parle avec ce micro? Si je fais comme ça? Ouais. Non, ouais. Alors, comme je parle fort, je peux peut-être utiliser ce micro-là qui est un peu moins puissant. Donc, je propose qu'on passe tout de suite à la phase d'échange. Il y a beaucoup de points sur lesquels on va revenir avec vous, Pierre Perrier. L'enquête qui a été faite avec Nathan est hyper intéressante sur la coéducation, sur la légitimité et l'immense dimension sociale, évidemment, de la participation des parents dans la communauté éducative. Emmanuel Riva, j'arrive à vous pour vous poser une question sur ce qui a été testé dans des territoires pour une approche plus
coéducation. C'est difficile de ne pas jargonner aussi. Alors comment vous faites, c'est une petite question, mais en plus pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre Perrier, mais ça fait aussi partie du sujet, c'est-à-dire on ne peut pas arriver avec un gros dossier coéducation et s'adresser directement comme ça aux parents, puisque tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc qu'est-ce qui a été testé et qu'est-ce qui est efficace ? Moi, j'aime bien faire des périphrases parfois pour éviter d'utiliser ce type de mots. Et ce qui est intéressant sur la coéducation, c'est que certes, l'école peut aider des parents, notamment à progresser sur la compréhension des codes, des normes et des valeurs de l'école, pour que les parents soient plus impliqués dans la réussite scolaire de leurs enfants. Ça, c'est bien entendu une première chose. Mais ce qui est intéressant aussi avec la coéducation, et je pense qu'il ne faut vraiment pas perdre ça de vue, c'est qu'il faut sortir d'une relation peut-être juste binaire ou bilatérale entre l'école et le parent. Mais on peut aussi avoir l'école qui permet de mettre en relation des parents entre eux. Il ne s'agit pas juste d'aider les parents, il s'agit aussi de donner un espace pour que les parents puissent s'entraider. Et je pense que si on pose le débat comme ça, tout de suite c'est un peu plus intéressant parce que c'est plus collectif et ça tourne un peu juste moins autour de l'école, mais ça construit déjà l'idée que les parents ont besoin d'espace pour échanger déjà entre eux aussi sur la manière d'éduquer un enfant, de le suivre scolairement, etc., etc. Alors dans les cités, ce qui a été testé, ça a été plutôt massif. C'est le recours au café des parents, par exemple. Beaucoup de cafés des parents. Vous avez aussi, mais je l'ai dit tout à l'heure, d'autres formats qui ont pu être testés, notamment par exemple sur le théâtre forum, qui est une autre façon d'informer aussi les parents ou de les faire réfléchir sur les attendus, les normes du monde scolaire et la manière dont ils peuvent mieux accompagner les enfants, notamment sur le cadrage à la maison, sur la question des écrans, sur tout un tas de choses comme ça. Et puis vous avez aussi de l'accompagnement individuel collectif. Ce qu'il faut retenir, peut-être, je pense, ce qui est clé, c'est que au-delà du format, il ne faut pas s'arrêter juste à des formats, mais ce qui est important, c'est le pluralisme des formats. C'est OK, en fait, d'avoir un temps descendant à un moment donné pour informer des parents sur des sujets. Ce n'est pas négatif en soi, en fait, d'avoir une réunion d'information ou même une formation sur des sujets, à condition de proposer, de permettre aux parents, après la formation, de pouvoir échanger entre eux, sans être trop interventionniste, si vous voulez. Ou à condition de proposer d'autres formats plus conviviaux, plus festifs, d'inviter personnellement les parents à venir à un spectacle sur, par exemple, le cyberharcèlement ou autre chose, de manière à ce qu'on n'ait pas juste cette relation descendante, mais bien une pluralité des formats, et donc une manière aussi d'aborder les normes, je vais dire, de manière plus ou moins descendante ou ascendante. Je développe plus ou... On va passer la parole à Franck Bleuze, et comme ça on aura plein d'interactions les uns avec les autres. Franck Bleuze, pour parler de la ville de Sarcelles, vous êtes directeur adjoint des politiques éducatives. Comment vous l'apercevez, vous, cette nécessité d'associer les parents et je fais encore la même chose, j'ajoute une petite question. On parle de la multiplicité des dispositifs, mais comme on évoque les territoires, dans quel lieu ça peut se jouer? Parce qu'une ville, vous les connaissez, les lieux de votre ville, donc les écoles ou ailleurs, bibliothèque municipale, je ne sais pas, les parcs. Alors sur Sarcelles, on a bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Ça va? Ouais, super. Donc je voulais déjà revenir un petit peu sur le propos de Pierre sur la question du flou des mots. Il a précisé cette nécessité de clarifier pour faire consensus. C'est sûr que lorsqu'on fait cité éducative, qu'on s'adresse à des parents, à des enseignants, à des associations, à des acteurs de l'éducation populaire, eh bien, on a tous notre langage, on a tous notre vocabulaire, on a tous nos enjeux. Et l'idée, c'est effectivement d'arriver à faire consensus dans tout ça et à avoir un sens et un objectif qui soit commun. Sur Sarcelles, ça s'est traduit d'une façon un peu particulière, puisqu'en fait, on sortait de la réforme des rythmes scolaires en 2017-2018, et on a implanté un projet local d'éducation qui allait s'engager dans cette démarche d'alliance éducative. Donc on est parti chercher un petit peu tous ces acteurs éducatifs du territoire, y compris des parents. On s'est appuyé sur des parents qui étaient déjà engagés sur le territoire à travers les conseils d'école, par exemple, à travers les conseils de quartier, à travers les centres sociaux, les maisons de quartier. On est allé chercher en premier lieu ces parents-là, qui étaient déjà impliqués, pour pouvoir aller en chercher d'autres. Et on les a mobilisés autour donc, de différentes instances de concertation sur plusieurs thématiques, qui sont les thématiques qu'on a pu voir tout à l'heure en début de matinée, qui sont ressorties à travers les évaluations des cités éducatives. Et sur cet enjeu de coéducation, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a l'enfant qui est au centre,
il y a l'école. On parle beaucoup de l'école, mais il y a aussi la prof de flûte traversière, il y a l'entraîneur de foot, il y a la grand-mère qui garde le petit loulou le mercredi. Il y a tous ces acteurs-là en fait qui rentrent en jeu. Et le parent, il n'est pas à côté, il est au centre avec l'enfant. Nous, on a cherché vraiment à remettre le parent en tant qu'éducateur premier et qu'il puisse prendre appui sur tous ces acteurs-là pour construire une coéducation et qui soit commune à tous. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des dispositifs mis en place et comment ça peut se déployer ? Alors je crois que Pierre va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure, mais on est allé vraiment sur le pouvoir d'agir des parents. On a cherché à les impliquer pleinement sur ce que eux avaient identifié comme besoin émergent pour pouvoir agir en matière de réussite éducative, en matière de parentalité, en matière de développement de cet axe parentalité justement. On a eu une action notamment qui me vient là en tête, où on a développé une émission qui s'appelle La télé des parents. Vous pouvez aller la voir sur YouTube. Il y a 5 épisodes notamment, où ce sont des parents. On a pris appui sur les familles des centres sociaux qui ont choisi une thématique qu'ils souhaitaient développer. Donc il y a eu les modèles d'éducation, la charge mentale des mamans, l'amour envers ses enfants, les dangers des écrans par exemple. Je vous invite à aller découvrir un petit peu ces émissions où les parents ont vraiment tout construit de A à Z, c'est-à-dire le plateau de l'enregistrement télé sur un aspect de citoyenneté numérique, les questions qui allaient être posées, les thématiques qui allaient être abordées. Ils ont pu vraiment être auteurs et acteurs de ce projet. Et justement, Emmanuel Rivas, c'est important, l'association des parents dans des actions. Il y avait un autre exemple, c'est de s'appuyer sur certains parents pour la traduction, des bénévoles. Il y a des écoles où on parle de parlothèque. Moi, je donne beaucoup d'exemples scolaires, mais je ne vais pas que parler d'école, évidemment. S'appuyer sur certains parents pour embarquer davantage de familles dans la coéducation, ou on l'appelle comme on veut. Je vous écoute. D'accord. Cette question de la participation des parents, elle est éminemment compliquée, et bravo d'y avoir réussi, parce qu'il faut des parents qui soient à la fois disponibles et convaincus de l'intérêt de participer, bien entendu. Je pense que le fait de commencer avec des parents motivés, c'est extrêmement porteur, et il faut arriver à les identifier. Toutes les initiatives dont on a pu recenser le succès sur les sites éducatifs, s'appuyer sur un petit groupe de personnes, 4, 5, 10 personnes, souvent des mères. Donc ça, c'est un sujet aussi, peut-être, à un moment donné. On va y revenir, c'est complètement prévu. C'est un sujet. Et ce que je vais juste souligner, c'est que ce qui me paraît essentiel, c'est que quand on fait participer des parents, il faut bien clarifier avec eux dès le départ, pas tant juste les objectifs, mais aussi l'impact qu'ils peuvent avoir sur la prise de décision ou sur la diffusion d'informations. À quoi ça va servir finalement ? On les fait participer, c'est très bien. Et il y a un vrai piège, je pense, à considérer que la participation comme une technique juste vertueuse, il faut le faire parce que c'est bien, et à vraiment considérer, à préciser aux parents, ce que vous faites, ça va servir à quoi derrière ? Est-ce que ça va être repris par d'autres professionnels ? Est-ce que ça va être visionné par d'autres parents ? Il faut bien préciser les objectifs, soit par des échanges avec eux, soit par d'autres modalités. Très intéressant. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte d'une posture d'origine asymétrique. Pierre Perrier, posture asymétrique des institutions envers les parents. C'est très intéressant. Je lisais un livre de la sociologue Isabelle Coutan qu'elle a coécrit avec Yvon Atonga, et c'est sur l'histoire de sa famille et de sa fratrie. Et elle disait qu'en tant que sociologue, elle faisait juste une enquête où elle discutait avec des habitants. Mais comme elle était prise pour une enseignante ou quelqu'un, par exemple, de la ville, les gens ne lui parlaient pas vraiment, et ça a pris beaucoup de temps avant de briser la glace. Donc le rapport institutionnel, il est particulièrement ressenti, évidemment, comme un rapport de domination, parfois, par les familles des milieux les plus populaires. Donc cette asymétrie, comment déjà on peut la définir, et comment est-ce qu'on peut la surmonter, peut-être, Pierre Perrier ? La symétrie entre l'institution et les acteurs, les usagers de ces institutions, elle est liée au pouvoir que l'institution peut avoir et que les parents n'ont pas. S'agissant de l'école, c'est quand même l'école qui a le pouvoir de définir ce qu'on enseigne, comment, et d'évaluer, de sanctionner, si besoin, les enfants. Donc il y a une asymétrie qui ne peut pas
être simplement évoqué comme un problème insurmontable. Il faut juste le poser comme un élément du rapport social entre les institutions et les acteurs, l'objectiver, de façon justement à atténuer ses effets, notamment auprès des parents les plus vulnérables. Donc, s'agissant effectivement des familles populaires, elles sont très dominées effectivement face à l'institution, et une domination qui fait qu'il n'est pas évident d'engager des démarches, d'interagir avec des acteurs de l'école, et que quand bien même ces parents sont disposés, vous voyez, ils sont d'une certaine manière interdits, ils ne sont pas autorisés, parce que pour être autorisé, il faut se sentir légitime. Et la question de la légitimité des parents pour participer, pour être dans les dispositifs, elle se pose surtout avec des parents qui ont peu de ressources ou qui doutent de la reconnaissance qu'on va accorder à leurs compétences et à leurs ressources. Donc cette asymétrie, vous voyez, elle est posée d'emblée dans le rapport entre l'institution et ses usagers, mais évidemment elle est exacerbée dans le cas des familles dans les cités éducatives. Alors, de ce premier point, pour pas tomber dans l'impasse, on peut réfléchir à l'idée qu'il ne suffit pas simplement d'appeler à la participation des parents, parce que le faire, c'est parfois vouloir que les parents se conforment à ce que l'institution attend d'eux. C'est-à-dire, finalement, de façon implicite ou explicite, et j'ai souligné tout à l'heure les risques de l'implicite, donc on est d'autant plus démocratique une fois de plus qu'on est explicite, eh bien c'est essayer de définir un peu un mode d'emploi avec les parents qui prennent en compte effectivement la diversité des parents sur les territoires et qui fassent qu'ils ne soient pas simplement sollicités pour participer à des dispositifs ou à des actions qui ont été pensées certes pour eux mais sans eux, mais qu'ils soient plutôt le point d'origine à partir de laquelle on va pouvoir élaborer des actions, des propositions, émettre des projets, un peu ce qui est évoqué à travers effectivement des cafés des parents ou d'autres moyens par lesquels on peut recueillir la parole des parents. Beaucoup de parents souffrent de l'isolement social, je vous apprends rien en disant ça dans ces quartiers, mais ils souffrent aussi de l'absence de considération à l'égard de leur parole. Donc créer les conditions d'une parole qui puisse être entendue et protégée, c'est-à-dire une parole où dire ce n'est pas s'exposer, ce n'est pas prendre un risque, ou dire ne doit pas être pire que se taire, c'est à mon avis une condition pour faire des parents non seulement des acteurs éventuellement, mais des auteurs. C'est-à-dire des personnes qui sont autorisées, elles aussi, à proposer, à être dans une puissance d'agir individuelle et collective que les institutions veulent reconnaître. Donc d'une certaine manière, c'est demander aux institutions de faire un peu un pas de côté, se décentrer d'elles-mêmes, de sortir d'une forme d'ethnocentrisme institutionnel, vous voyez, où elles pensent à partir d'elles seules, peut-être pour le bien des parents et le bien commun, mais elles laissent quand même un certain nombre de parents sur le côté de la route. Donc je pense qu'il y a tous ces parents invisibles et inaudibles, qui représentent sans doute encore la majorité des parents dans les cités éducatives, et à partir desquels presque il faudrait repenser la manière d'agir et de créer des dispositifs. C'est d'autant plus important d'en parler maintenant que, comme je m'intéresse évidemment à la vie médiatique de ce pays en tant que journaliste, on voit bien qu'il y a beaucoup de faits divers, de violences de parents envers des institutions, l'institution scolaire en particulier, mais pas seulement, et qu'on a la construction d'une figure du parent agressif. Alors, il y a des faits divers, ça ne veut pas dire que tous les parents sont agressifs, qui pourraient, à mon avis, nuire à la coéducation et puis tout ce qu'on est en train de construire aujourd'hui et ce dont on parle. Je voulais, Emmanuel Riva, vous demander, puisque c'est dans le rapport, qu'est-ce qui fait que les parents viennent ou ne viennent pas ? Comment on comprend en fait ce qui marche, ce qui fonctionne moins bien et comment vous l'avez déterminé ? Alors très clairement, les parents sont en attente d'une relation privilégiée avec les institutions. Ils ont besoin d'être reconnus. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que le fait de solliciter les parents individuellement pour les inviter à participer à une action, par texto parfois, par juste le fait d'être présent dans le quartier et de les croiser, une invitation personnalisée, ça incite
les parents à venir beaucoup plus fortement et facilement qu'une campagne de communication par affichage ou ce genre de choses. De ce point de vue-là, il y a des acteurs locaux qui jouent un rôle extrêmement important, dont on a trop peu souligné pour l'instant le rôle. Ce sont les centres sociaux qui ont une relation de proximité avec des parents qui ont des profils très diversifiés et notamment des profils qui sont en difficulté, voire parfois qui se sentent stigmatisés par l'école. Donc les centres sociaux peuvent jouer un rôle très important de relais, d'information et de relationnel avec les parents sur les territoires. Et puis, je pense vraiment, je réinsiste là-dessus, mais la convivialité des événements proposés, elle est importante puisque la relation des parents qui ont des difficultés avec l'école, c'est beaucoup sous l'angle de la sanction parce qu'on les appelle quand il y a des problèmes en fait, en général, et plus rarement pour construire avec eux une vision des sujets. Et ce qu'on constate, c'est qu'une fois qu'on a invité les parents, ce qui fonctionne bien et ce qui marche, c'est aussi nécessairement de les consulter à un moment donné ou à un autre sur ce qui est proposé. Alors ça peut prendre des formes très différentes. Vous avez des cités qui ont testé le micro-trottoir, d'autres cités qui fonctionnent davantage sous l'angle du feedback à la fin des événements, des réunions, et d'autres cités, par exemple, qui, lors des réunions, en début des réunions, demandent aux parents quelles sont les thématiques que vous voulez aborder, par exemple. Et tout ça, ce sont plein de petites choses qui ne sont pas que juste techniques, mais qui portent une forme de reconnaissance que les parents peuvent avoir sur ces sujets. Et de ce point de vue-là, peut-être, je pense qu'il y a un enjeu à plus creuser ce que ça veut dire recueillir du feedback auprès des parents. Comment on instaure une culture de feedback? Comment est-ce qu'on demande à des parents leur avis sur ce qui s'est passé? Quelles traces on en garde? Il y a quelque chose qui paraît très insignifiant, demander un retour d'expérience à des parents, et qui en fait, à mon avis, mériterait qu'on le creuse et qu'on le travaille. Quelle pratique professionnelle dans le feedback? Quelle posture professionnelle pour avoir du feedback? Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Oui, et est-ce qu'on a du temps pour se parler tout simplement avant les cours, après les cours? Est-ce qu'on peut parler aux travailleurs sociaux d'autres choses? Comment on a ces toutes petites conversations qui créent le lien, évidemment. Franck Bleuze, sur ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qui fait que les parents viennent ou ne viennent pas? Petit retour d'expérience, et si vous voulez prolonger des propos qui ont été tenus. Oui, peut-être rebondir un petit peu sur les propos des deux collègues. C'est vrai que là où on a cité éducative, on est en quartier prioritaire. Donc sur nos territoires, on le sait, on doit composer aussi avec des familles qui sont parfois primo-arrivantes, qui sont parfois dans des situations où elles sont hébergées par le 115, où elles sont allophones. On leur demande d'assurer pleinement leur rôle de parents. À un moment où peut-être pour eux, il y a d'autres priorités. La priorité du logement, la priorité de nourrir les enfants, avant de se poser les questions sur les enjeux de coéducation. Donc il y a souvent ces problématiques-là qui sont quand même très prégnantes sur nos territoires et qu'il faut aussi pouvoir prendre en compte. La manière, me semble-t-il, la plus pertinente de les associer, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu vérifier. Alors après, même si, comme le disait Pierre, ça reste à moindre échelle, on n'a pas tous les parents de Sarcelles qui sont pleinement actifs et mobilisés dans la cité éducative de Sarcelles. Ça reste une goutte d'eau dans l'océan, mais cette goutte d'eau, elle est là, elle est importante, et il faut pouvoir s'appuyer dessus pour avoir d'autres vagues derrière. On cherche vraiment à valoriser surtout la place du parent. C'est-à-dire que lorsqu'on est parent, comme je le disais, qu'on vient de débarquer sur le sol français, qu'on est allophone, qu'on se retrouve des fois dans des situations où on est hébergé à l'hôtel, eh bien, c'est un parcours du combattant pour ses parents. Je ne sais plus qui me disait l'autre jour que pour conduire, par exemple, on passe un permis. Pour devenir parent, on ne passe pas de permis. On devient parent, c'est inné, et on doit tout de suite se conformer à ces normes sociales où on doit être un bon parent, où on doit être parfait, rentrer dans toutes ces normes. Tous ces schémas-là, c'est très compliqué. Et si on souhaite leur redonner leur place effectivement d'éducateur premier, il faut pouvoir valoriser leur moindre pensée, leur moindre conception, leur permettre de réaliser des actions qu'ils souhaitent pouvoir déployer. Alors tout à l'heure, j'en parlais avec la télé des parents. On a eu sur la première année de programmation de la cité éducative aussi une action qui a été menée par et pour les parents, où ils avaient tout un projet qui leur était dédié. Là, on réfléchit d'ailleurs à la future programmation à réserver une enveloppe pour des projets menés et portés uniquement par les parents. Et c'est ce qu'on a fait en première année, et ça a plutôt bien fonctionné. Et puis Louise, vous me posiez la question tout à l'heure, il n'y a pas que la cité éducative qui permet aussi l'implication des parents, il y a toutes les autres politiques publiques qui sont déployées, je pense au contrat local d'accompagnement à la scolarité notamment,
qui a un fort enjeu d'implication des familles. Je pense aux clubs coup de pouce aussi qui sont déployés. J'ai vu Fabien tout à l'heure d'Achicourt qui était présent. Les clubs coup de pouce qui sont aussi déployés sur beaucoup de nos territoires et où la place de la famille elle est aussi importante. Faut pouvoir se saisir de tous ces enjeux-là. Et Emmanuel le disait aussi, les centres sociaux, j'en parlais tout à l'heure, sont vraiment des points d'appui formidables pour faire vivre la parentalité. Ils accueillent d'ailleurs parfois en leur sein des lieux d'accueil enfants-parents. Ils organisent beaucoup d'instances comme des cafés des parents et c'est des formidables lieux de rencontre et d'échange avec les familles entre elles et avec les institutions. Et ça casse un peu les codes parfois. Voilà, je voulais qu'on parle des lieux. Alors, je suis en train de mettre un énorme bazar dans tous mes papiers, mais je pensais à une question en vous écoutant et je voudrais la poser à Emmanuel Riva, parce que dans le rapport de l'agence phare, il y a un petit encadré sur le café des parents. Et si vous voulez, je vous le remets un peu en tête. En fait, c'est une professionnelle d'une association d'éducation populaire qui parle de la manière dont elle va discuter avec des parents, dans le cadre de la cité éducative de l'Aulne, de la cité de l'Aulne, pour discuter de la parentalité. Et en fait, c'est pas du tout évident quand on arrive de imposer ces schémas, sa manière d'exercer sa parentalité. C'est hyper social. De toute façon, on a des normes qui sont vraiment héritées de nos milieux. Et que pour accéder aux autres paroles, en fait, il y a des stratégies de discussion. C'est pas des stratégies pour mais on peut pas arriver et parler aux gens comme ça, leur dire ce qu'il faut faire. Il faut y mettre beaucoup de soi. Oui, tout à fait. Il faut y mettre beaucoup de soi et parfois les bonnes intentions ne suffisent pas non plus. On a vu que des professionnels peuvent avoir des postures extrêmement... Un café des parents peut ne ressembler à nul autre en fonction de la posture de la professionnelle dans sa manière d'inviter les parents à prendre possession de l'espace, à modifier par exemple la façon dont l'espace est disposé, à modifier les chaises. C'est des choses toutes simples, mais on peut créer un cercle avec les chaises, on peut, par rapport à une configuration qui va être plus rectangulaire, une manière de les écouter aussi, de les relancer. On a même vu, et ça commence à devenir intéressant et ça interroge, des professionnels qui se mettent aussi en scène en tant que parents pour parler de leur propre expérience, de leur propre vécu, avec leurs propres faiblesses et leurs propres limites. Et là, ça commence à construire quelque chose d'intéressant parce que, je ne sais pas si ça s'enseigne dans les livres, mais le professionnel qui se présente aussi un petit peu comme parent, sans être trop dans le jugement ou trop dans les normes, se met à un même niveau que les autres, en fait, surtout s'il accepte de parler de son propre vécu et des difficultés qu'il peut rencontrer. Donc ça, c'est quelque chose à creuser aussi. Je ne sais pas s'il faut le faire, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on a constaté. Et on a constaté que ça permettait parfois de créer une atmosphère intéressante. Sur la question des normes, je finis juste là-dessus. On voit parfois qu'avec de très bonnes intentions, on veut présenter à des parents, par exemple, des situations de la vie quotidienne dans lesquelles les enfants n'obéissent pas ou ne veulent pas faire leurs devoirs ou sont scotchés sur leur écran. Et puis les formats proposés ou les contenus proposés par les professionnels, essayer de montrer ce qu'on pouvait faire. Et une norme qui était véhiculée sans que les professionnels s'en rendent compte, c'est que systématiquement dans les situations proposées aux parents, c'était toujours un papa, une maman pour régler le problème. Alors qu'en face, beaucoup de mères élevaient seules leur enfant, ou en tout cas avec un père très distant. Et donc ça ne correspondait pas exactement tout à fait avec leur vécu. Et ça, c'est vraiment essentiel en fait à un moment donné si on veut animer des temps d'échange avec les parents, c'est partir du vécu des personnes plutôt que d'arriver peut-être avec un schéma familial ou des solutions un peu trop pensées à l'avance. Voilà. Merci. Dans ce cadre, et donc ce cadre où les familles ne ressemblent pas forcément aux familles des livres d'images, et des vieux livres d'images, donc familles monoparentales, familles extrêmement nombreuses aussi, parfois c'est des choses qu'on n'a pas forcément connues, soit dans son expérience personnelle. Comment, Pierre Perrier, on renforce la puissance d'agir? J'adore cette formulation, c'est l'empowerment en anglais, mais en français on traduit souvent par puissance d'agir. La puissance d'agir des parents, donc, comment elle peut exister, comment elle peut être renforcée, et puis pourquoi faire? Elle passe par
la reconnaissance qu'on va accorder à ses parents. Donc, en disant cela, je vais pas nécessairement simplifier la réponse, puisque la question, c'est quoi les conditions d'une reconnaissance des parents sur les territoires, avec des parents qui sont isolés, sont en retrait pour un certain nombre d'entre eux. Donc, il y a un enjeu de reconnaissance pour les mettre en confiance, pour les légitimer effectivement dans leur prise de parole, et il y a un enjeu d'écoute où effectivement pouvoir prendre la parole, c'est gagner en puissance d'agir, hein. Donc parce que cette parole, si elle est entendue et si elle est considérée, je crois que ça aussi c'est très important. Nombre de parents dans les recherches que j'ai pu mener ont le sentiment que quand bien même ils parlent, on ne prend pas en compte ce qu'ils vont dire. Donc la question, c'est effectivement la prise en compte, la considération qu'on accorde à leur parole, donc à leur personne, hein. Donc cette question des conditions de la prise de parole qui participent de la reconnaissance et de la légitimation des parents me paraît tout à fait fondamentale. Et pour avoir cheminé pendant plusieurs années avec ATD Quart Monde, qui pratique ce qu'ils appellent les groupes de parole, on voit comment on peut créer comme ça des lieux où des parents viennent régulièrement et dans cet entre-soi, hein, qui rassure les parents, eh bien, ils arrivent effectivement à dire des choses sur leur quotidien, leurs difficultés, leurs attentes. Alors, ça, c'est une façon de donner une puissance d'agir aux parents, et ça implique voilà, des actions, des moyens sur le terrain, beaucoup de tact aussi, je pense, avec les parents. C'est aussi des questions voilà, d'interaction sociale, hein. C'est un rapport social, hein. Alors il y a une dimension professionnelle, mais le rôle est habité par la personne, hein. Donc il y a toujours une individualité derrière, donc ça c'est à prendre en compte aussi pour justement dans cette prise de conscience pouvoir mieux objectiver ce qui se joue dans ce rapport social avec certaines familles. Donc des dispositifs comme les groupes de parole avec ATD Quart Monde, des contacts plus individuels comme ça a été dit peuvent très bien fonctionner, hein. J'ai en tête des exemples où dans le projet Réconciliation, Jérémy Fontagneux par exemple, voilà, c'est dans un lycée de Drancy. Voilà, a mis en place donc un contact dès le début d'année avec tous les parents d'élèves de sa classe, et donc ça permet comme ça un suivi régulier du travail des enfants et une coordination plus rapprochée entre parents. Par SMS. Par SMS, voilà. Tout simplement, oui, entre effectivement l'enseignant et les parents d'élèves, et ça a pour effet de mobiliser davantage les élèves dans les apprentissages et de mener à des taux de réussite qui sont supérieurs à ce qu'on observe d'ordinaire avec des élèves comparables. Coup de pouce clé a été cité. Effectivement, j'ai eu connaissance aussi d'un travail qui a emprunté un peu les mêmes types de modalités, c'est-à-dire des contacts SMS, téléphone, parce que ce que les parents ont, à défaut d'un accès toujours très fiable à Internet, c'est quand même un téléphone avec lequel effectivement on peut les joindre, et les joindre de façon individuelle. Et donc dans cette action qui a été menée par coup de pouce clé en littératie familiale, c'est-à-dire faire des parents des aidants ou au moins des acteurs qui vont accompagner l'enfant dans son apprentissage donc du lire et écrire à l'école élémentaire ou au collège. Et donc les parents reçoivent des conseils à leur demande de coup de pouce clé qui donc les coachent en quelque sorte à distance par le biais de ce SMS. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas une modalité supérieure aux autres. C'est par la diversité des modalités qu'on pourra atteindre la diversité des familles. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut réussir à penser ou à poser comme enjeu, de façon à ce qu'effectivement il y ait de l'espace pour innover davantage, pour expérimenter, pour voir dans quelle mesure ça peut généraliser à condition de l'adapter selon les territoires. Et je lisais effectivement dans le rapport que finalement il y avait plutôt un renforcement de l'existant
que le déploiement vraiment d'actions nouvelles et d'expérimentation. Donc voilà, c'est une invitation que je me permets de faire en disant mais si on veut toucher un plus grand nombre de parents, c'est bien par d'autres modalités et d'autres formes d'action que ce sera possible. Hein. Et tout ça en sachant qu'il y a aussi de l'incertitude quant à savoir si ça va trouver un écho du côté des parents. Et pour réduire justement cette incertitude, il faut davantage partir des parents que simplement leur demander d'adhérer. Hein. Donc beaucoup plus une logique effectivement de consultation et de concertation avec les parents qu'une logique descendante où on les sollicite pour adhérer. Mais demander, une dernière chose, demander aux parents de dire ce qu'ils souhaitent, ça ne veut pas dire répondre à cette demande nécessairement. Répondre à la demande, c'est parfois le moyen, finalement de les laisser là où ils sont, hein, c'est-à-dire finalement ils demandent ce qu'ils connaissent, ils demandent à partir de ce qu'ils vivent, à partir de leurs références. Donc si on est dans aussi un objectif d'émancipation des mères, des pères, des familles et des enfants, il ne suffit pas de répondre à la demande, mais peut-être prendre en compte cette demande pour la faire évoluer et la traduire dans le langage des actions et des dispositifs que les institutions, les acteurs peuvent mettre en place. Donc je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'il y a des choses nouvelles qui peuvent peut-être prendre forme sur les territoires en touchant un plus grand nombre de parents. Ouais, par exemple, on pourrait faire une enquête auprès des pères pour leur demander ce qui pourrait les impliquer davantage s'ils ne le sont pas déjà. J'ai encore plein de questions, mais est-ce que vous en avez? Est-ce que vous pouvez vous manifester? On reste encore un quart d'heure ensemble. Alors, je vais attendre que plusieurs mains se lèvent. Je vous ai bien vu. On va vous apporter le micro. Juste une question, Emmanuel, pour vous. Donc, les objets qu'on choisit pour faciliter la communication, c'était un point important pour vous d'en parler. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment est-ce qu'on varie? Et comment est-ce qu'on joue avec ça? La question de la participation, effectivement, il faut qu'elle puisse s'appuyer sur des objets concrets pour les parents. Je pense que, par exemple, le fait de parler, d'être un parent allophone et de ne pas pouvoir maîtriser le français, c'est un objet intéressant. Et d'avoir un réseau de bénévoles traducteurs, ça, c'est un objet très intéressant de participation. Après, vous avez du coup de la participation, le pouvoir d'agir, je pense, hors des institutions ou dans les institutions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, notamment quel objet donner aux parents quand vous les invitez à venir participer à la gouvernance des cités. Et de ce point de vue-là, on voit que la participation est souvent pensée comme une injonction. Il faut le faire, mais sans vraiment préciser comment le faire et à quelles conditions. Et là, on a vu notamment que la grande difficulté des cités, c'était de ne pas avoir d'objets concrets. Venez, parents, dans les gouvernances des cités, vous allez participer à nos échanges, et puis vous allez nous aider à décider les choses. Mais on a vu, dans beaucoup de cités, en tout cas celles qu'on a enquêtées, les parents décrocher, en fait. 2 parents venir à un événement, à une réunion de comité de pilotage, d'être rebuté par le vocabulaire, de ne pas maîtriser les enjeux, et donc de ressortir parce qu'il n'y a pas d'objet en fait concret. Et voilà. Donc je ne sais pas si je... Si, mais en même temps, c'est pas très professionnel. Mais en tant que parent, moi-même, évidemment, je me pose la question quand j'entends tout ce qu'on dit. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais moi? Ça, je vais pas vous le raconter. Et qu'est-ce que je ferais si j'étais dans un quartier populaire? Est-ce que je m'impliquerais davantage? Qu'est-ce qui m'amènerait à m'impliquer? Je pense que poser cette question, c'est quand même commencer aussi à voir un peu les trous dans la raquette et puis les points d'appui. Je ne sais pas si ça va très bien ensemble comme image. Vous aviez une question, est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Moyen. Alors, réessayez en parlant hyper près du micro. Toujours pas. Si je parle très fort comme ça, vous m'entendez? Oui. Jonathan Lebrun, responsable du pôle mentorat et prépa talent pour l'association L'Accordé qui agit en faveur de la diversité sociale dans la fonction publique. Non, il marche pas. Ah, c'est beau, c'est bon. On l'entendait taper sur le fauteuil. Je voulais justement rebondir sur un élément que vous avez effleuré, qui est le rôle des pères en fait dans les éducatives et en particulier dans les quartiers. Moi, je suis toujours un petit peu gêné quand on évoque les parents parce que ça a tendance à invisibiliser le rôle des mères. Et pour l'avoir observé en fait dans les cafés des parents, lorsqu'on fait des projets sur la parentalité, les pères sont absents. Ce sont en très grande majorité les mères qui participent, qui bénéficient aussi des actions. Et en fait, me vient une question qui est à la fois naïve mais en même temps vertigineuse. Quid de la place des pères, effectivement, dans les projets?
Ah bah voyez, on se rend compte, c'est un peu ce que j'avais dit. On va y revenir et on va prendre l'intervention. On va prendre 2 autres interventions, donc monsieur et madame, et puis on va vous répondre. Guillaume Chaperon, coordonnateur d'une cité éducative. J'avais une question alors, à la fois liée à la première table ronde et à la présente. Du coup, c'est plus pour Emmanuel Riva. Ce matin, du coup, Thomas Kirsbaum disait en substance on avance au niveau des alliances institutionnelles, et alors que sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Alors, dans le cadre de notre cité éducative, on a un peu la situation inverse où on a des opérationnels sur le terrain qui avancent dans leur travail en commun, sur leurs pratiques professionnelles, leur représentation, des cultures partagées, etc. Et du coup, de plus en plus, ils regardent vers le haut et ils disent nous, on avance, on se bouscule, on progresse, et en haut, ça n'avance pas beaucoup. Et du coup, ils pointent une série de freins, de blocages institutionnels de plus en plus. D'une part, et d'autre part, ils disent nous on avance, mais du coup on a besoin de ressources, de plus en plus de ressources. D'une part des ressources en temps, et d'autre part des ressources en ingénierie. Du coup j'avais 2 questions. La première c'était est-ce que vous avez pu constater sur certaines cités éducatives cette même situation? On a un peu une cité éducative à double vitesse, avec sur le terrain finalement ça avance quand même bien, et en haut ça avance un peu moins vite au niveau de la Troïka et d'autres décideurs. Et la deuxième question que j'avais, c'était par rapport à l'ingénierie. Et est-ce que ça va pas être un serpent de mer des cités éducatives, et que dans 2-3 ans, vous disiez toujours, si on veut éviter le statu quo et vraiment faire de l'innovation, est-ce qu'il faut vraiment, il faut vraiment de l'ingénierie? Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose dont on parlera toujours dans 3-4 ans? Parce que rien ne changera, notamment au niveau des préfectures. Ok, là, on note quand vos questions, donc on va vraiment vous répondre. Bonjour, alors je suis déléguée du préfet en charge des quartiers prioritaires sud de la ville de Rennes. Voilà, située sur la ville de Rennes. Alors moi j'avais une question et puis un partage. La première question, c'est parce que dans le cadre justement de la cité éducative, on a pu travailler sur une étude sur le quartier du Blône avec TMO, un cabinet qui s'appelle TMO, et notamment sur la place des parents, justement. Et donc la ville de Rennes a la chance, c'est vrai, d'avoir beaucoup d'espaces d'accueil des parents qui sont présents, café parents, etc. Et les parents avaient conscience de ça, de cette connaissance-là. Par contre, ce qu'ils faisaient évoquer, je voulais avoir votre avis là-dessus, c'était plutôt des rencontres entre pairs, c'est-à-dire sans professionnels. Cette fois-ci, aussi avoir ces échanges entre pairs, et j'aimerais bien avoir vos retours aussi, David, sociologue, sur ce sujet-là, de ne pas toujours être entouré de sachant que, comme on le disait tout à l'heure, on est tous sachants, mais pas professionnels. Et il y avait un autre sujet, par contre, un point qui a été ciblé, qui était la question de l'accompagnement des parents, d'adolescents, et pour lequel on pouvait être parfois, nous, au niveau institution, moins fort, donc c'est-à-dire des rencontres sur les 15-18, voire plus grands, 18-25, sur l'accompagnement des parents de ces adultes, jeunes adultes ou grands enfants. Voilà, merci. Merci, on me fait signe qu'il nous reste 5 minutes pour répondre. On va commencer par les pairs, P-E-R-E-S, et les pairs, P-A-I-R-S. Donc, qui veut... voilà. Moi, je vais juste me lancer sur le sujet des pairs, parce que c'est un sujet qui me tient fortement à cœur aussi. C'est des choses que j'observe évidemment sur le territoire où j'officie. Juste une petite anecdote. Il y a peu de temps, à travers le programme de réussite éducative et le soutien d'un partenaire qui est Bibliothèques sans frontières, on a pu accompagner en fait des jeunes du PRE qui sont allés accompagner les joueurs lors du match PSG Newcastle. Alors pour cette sortie-là, il n'y avait pas les référents de parcours du PRE, c'était vraiment les familles avec leurs enfants. Je vous le donne en mille. Il y avait 12 jeunes, 12 pères. Pour la première fois, je me suis rendu compte qu'ils avaient des papas, ces enfants, parce que l'objet, c'était le foot. Donc si ce biais-là a permis de les toucher une fois, et que ça leur a permis de rencontrer ce qui se passe, de se confronter à ce que la collectivité peut offrir à travers les politiques publiques déployées, si on les a convaincus à travers cette action-là, et que derrière, ça peut les faire revenir sur autre chose, on verra. Pour l'instant, c'est encore trop frais pour le voir, mais c'est effectivement trop peu, la présence des papas. Et puis sur la question des pairs, P-A-I-R-S, effectivement, l'enjeu, il est très fort. Je parlais tout à l'heure de la télé des parents. Typiquement, là, il n'y a pas d'institution, en fait. Ils sont entre eux.
Ils sont entre eux, ils échangent. On a voulu donner une autre forme au Café des parents, avec un partenaire qui est LMX eSport. On a voulu donner une autre forme que les cafés des parents traditionnels qu'on a l'habitude de voir, où il y a toujours quelque part... Pardon Louise, il y a une Louise qui est là avec les cafés des parents, il y a toujours un professionnel qui est là et qui anime ce café des parents. Là, à travers la télé des parents, ils sont vraiment entre eux, ils choisissent la thématique. Là, on a eu des mamans qui nous ont dit la charge mentale des mamans, c'est impressionnant. Tiens, si on en échangeait entre parents. Les modalités d'éducation, échangeons entre nous au regard de nos cultures, au regard de nos représentations. Et je crois qu'il faut aussi pouvoir se nourrir de ça. Et enfin, Pierre évoquait tout à l'heure les réseaux de parents. Emmanuel en parlait également sur les traductions, les traducteurs, les parents traducteurs. Je crois que ça aussi, c'est très très fort. Il faut pouvoir aussi prendre appui là-dessus, sur les réseaux de parents qui se développent, dont on n'a pas toujours connaissance, mais il faut aller chercher la visibilité dessus parce qu'ils existent. Merci. Et pour prolonger cette réflexion, Pierre Perrier, les pères et les pères. Alors, les pères papas, pour commencer, effectivement, là aussi, on est un peu dans la question des représentations et des implicites. C'est-à-dire, on entend davantage la figure, on voit davantage la figure de la mère derrière les propos des acteurs que de la figure du père. Donc, implicitement, c'est quand même la mère qui est davantage attendue et sollicitée. Alors ça correspond aussi à une réalité sociologique qu'on ne peut pas évacuer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des quartiers où c'est 30, 35, 40% ou plus de familles dites monoparentales. Mais vous voyez que même l'expression famille monoparentale crée l'absence du père, alors même que dans la plupart des cas, il est présent. Donc il y a des configurations familiales où finalement l'enfant voit autant son père que sa mère, ou en tous les cas il voit ses deux parents, et en fait on évacue la figure paternelle. Donc je pense qu'effectivement par les mots il faut faire exister le père, donc il faut qu'il soit en quelque sorte représenté sans être présent, et ça c'est un enjeu lorsqu'on parle des pères, et c'est un enjeu lorsqu'on parle aussi des parents invisibles, c'est-à-dire qui ne sont pas présents mais qu'il faut faire exister. Donc sans être tous présents, il faut qu'ils soient tous représentés, ce qui pose toute la question après de comment on passe de la puissance d'agir individuelle à une puissance d'agir collectif. Et donc, ça a été dit, c'est par des parents relais, par des interfaces, par des lieux aussi qui sont effectivement investis, je fais la transition avec PIRS, investis par les parents, par les habitants de la cité, sans être sous le contrôle de l'institution. J'ai fait partie du groupe de réflexion sur le montage des espaces parents, puisqu'il y avait eu une expérimentation à la ville de Rennes sur un quartier en réussite éducative à l'époque. Et effectivement, une des questions très pratico-pratiques qui se posait, mais qui est un enjeu symbolique fort, c'était qui détient les clés de l'espace parent ? Est-ce que les parents peuvent librement décider de se réunir dans l'espace parent au sein de l'école, ou est-ce qu'il faut nécessairement que l'école soit ouverte, qu'on demande aux directeurs, les directrices, etc. Vous voyez ? Et donc là, on est sur, à travers cette question pratique des clés, sur un enjeu symbolique extrêmement fort, c'est-à-dire quelle place on reconnaît aux parents et quelle légitimité on leur accorde dans l'espace scolaire pour se réunir et pouvoir échanger effectivement sur des questions qui comptent pour eux et qui pourront mettre après en discussion avec les d'autres partenaires, d'autres acteurs sur le territoire. Donc effectivement, la question de la transformation de la puissance d'agir individuelle en puissance d'agir collective, elle se pose pour que effectivement il y ait un maillage parental, comme je l'appelle moi, c'est-à-dire du lien entre les parents sur le territoire. Et c'est aussi ça qu'il faut renforcer, à mon sens, dans les cités éducatives. Allez, dernier point sur les alliances institutionnelles. Emmanuel Riva, on terminera là-dessus, mais on va en reparler cet après-midi aussi. Et je ne vais pas répéter votre question, c'est assez longue. Donc, voilà, mais vous avez noté tous les points. Donc à votre question de savoir si nous avons observé des cités sur lesquelles il y a une inertie institutionnelle et des acteurs de terrain qui avancent vite, oui, c'est le cas effectivement. On observe aussi d'ailleurs des cités où il y a une inertie institutionnelle et de fait ça fige les acteurs de terrain qui du coup participent à des réunions ou des comités au niveau local sans savoir vraiment comment se positionner par rapport à une action qu'ils observent, puisqu'ils n'ont pas forcément de directive ou d'orientation très claire au niveau institutionnel. Donc
c'est super si vous pouvez avancer de cette manière-là en tout cas. Moi, ce que je constate, et peut-être c'est un point important, c'est que les cités éducatives, c'est une nouvelle méthode de construction des politiques publiques. Alors, pas complètement nouvelle, mais en tout cas, c'est une incitation. D'habitude, soit quand on fait une politique publique, soit ça descend d'en haut, c'est vertical, et il faut s'aligner par rapport à une direction, des directives, etc. Soit on va désigner un chef de fila, donc un acteur qui va être responsable, le département par exemple sur l'action sociale. Et là, on demande à des acteurs de se mettre sur un même niveau d'égalité, 3 au moins, pour arriver à arbitrer, etc., et à désigner des orientations et les mettre en œuvre de manière opérationnelle. Or, cette nouvelle manière de faire des politiques publiques, si elle est très pertinente, notamment par un label et non un dispositif nouveau, elle n'est pas du tout accompagnée d'une méthode. Comment faire collectif entre des acteurs institutionnels ou politiques, quand personne, a priori, n'a tout à fait de la prédominance sur les autres, ou en tout cas, du coup, ça va varier selon les contextes. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu, quand on parle d'ingénierie, parce que je rebondis sur votre terme d'ingénierie, il y a une ingénierie de terrain qu'il faut travailler, mais il y a aussi une ingénierie institutionnelle. Il faut pouvoir que ces acteurs-là soient plus accompagnés dans la prise de décision, dans la manière d'animer des réunions, dans la manière de trouver des consensus ou des compromis pour débloquer ces points de verrouillage. Ça, c'est la première partie de la réponse. Il y a un enjeu d'ingénierie institutionnelle et politico-institutionnelle, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, les acteurs ne sont pas outillés. Les élus, les délégués du préfet et les inspecteurs d'académie, il leur faut une méthode ou des méthodes. Et ces méthodes existent déjà, elles ont déjà été probablement déjà testées dans les cités, donc il faut davantage capitaliser sur ce qui est déjà fait. Je reviens là-dessus, c'est très important. Sur le deuxième sujet, qui était l'ingénierie plutôt du coup terrain, comment faire ce serpent de mer, avec ce serpent de mer-là, on voit quand même que au niveau local, sur des sujets comme la participation des parents, je reprends cet exemple-là, vous avez des associations qui ont cette ingénierie. Je pense à des associations d'éducation populaire qui ont des méthodes pour organiser des groupes de parole, qui ont des méthodes pour préparer des jeunes ou des gens ou des parents à participer à des institutions. Et donc, il faut s'appuyer sur ces expertises locales. Là où ça devient compliqué, c'est que si vous avez une diversité de thématiques traitées, une diversité d'actions, et donc un saupoudrage en fait des moyens, plutôt que pour combler les trous de la raquette, plutôt que de concentrer des moyens sur certaines thématiques, et bien du coup vous n'avez pas le budget pour avoir ces associations expertes ou du coup pour vous appuyer sur une ingénierie solide en fait. Plus vous soutenez de projets différents, plus vous dispersez les moyens, plus vous comblez les trous dans la raquette, et moins vous avez de moyens pour solidifier une ingénierie particulière pour faire élever sur un sujet particulier. Et notamment sur les questions de gouvernance, de participation des parents dans la gouvernance des cités, on voit que des associations peuvent jouer un rôle très important sur 3 volets, je finirai là-dessus. 1, permettre à ce que des parents participent à la gouvernance des cités, non plus de manière individuelle, parce que dans ces cas-là, en tant qu'individus, ils sont écrasés par le contexte institutionnel, mais en tant que groupe constitué de parents qui se soutiennent et qui se parlent. 2, permettre aux parents de se rencontrer en amont des rencontres institutionnelles, en amont de la gouvernance, pour préparer en fait un discours collectif et donc être prêt le jour J. Et 3, ces associations permettent aussi à ces parents du coup de sortir d'une logique de participation qui est basée sur le témoignage. Moi, parent, ma fille, voilà ce qu'elle vit. Pour davantage porter un discours construit, structuré, presque en tant qu'expert d'une forme de parentalité. Et là, du coup, on voit qu'une association, des associations d'éducation populaire peuvent jouer un rôle très important pour construire des marchepieds pour que les parents puissent ensuite participer à la gouvernance, si tant est que cette participation des parents à la gouvernance est un objectif stratégique et donc priorisé au sein de la cité. Merci beaucoup. On doit s'arrêter là à cause du temps. J'avais encore pas mal de questions, en particulier sur l'articulation individuelle, collectif, sur laquelle je pense on pourra revenir peut-être à un autre endroit. Merci pour la qualité de votre attention.